Vidéo numéro 73. L'extraordinaire épopée de Nicolas Copernic. Bonjour. Cette chaîne garde en général une certaine distance avec le culte de la personnalité qui, en science, n'est pas réaliste quand on connaît la complexité des chemins du savoir. Aujourd'hui, je ferai cependant une exception pour un héros des temps modernes né au XVe siècle, car dans une certaine mesure, les temps modernes commencent avec lui. Ce personnage, caractérisé par une ténacité hors du commun, que les traits de son visage révèlent sans ambiguïté, est un exemple formidable pour les générations futures, et on lui a récemment rendu justice d'une façon tout aussi exceptionnelle. Laissant là les superlatifs, dont vous comprendrez la raison un peu plus tard, il faut commencer l'histoire un peu plus tôt, au IIIe siècle avant notre ère, avec un autre personnage, tout aussi hors du commun, Aristarque de Samos. Ce mathématicien et astronome avait utilisé des méthodes fort ingénieuses pour estimer les distances de la Terre au Soleil et à la Lune, ainsi que les diamètres de ces astres comparés à la Terre. Par Archimède, nous avons appris qu'Aristarque, ayant trouvé pour le Soleil un diamètre très supérieur à celui de la Terre, on aurait déduit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil plutôt que l'inverse. Archimède écrit: vous n'êtes pas sans savoir que par l'univers, la plupart des astronomes signifient une sphère ayant son centre au centre de la Terre. Toutefois, Aristarque de Samos a publié des écrits sur les hypothèses astronomiques. Ces écrits suggèrent un univers beaucoup plus grand que celui mentionné plus haut. Il commence en fait avec l'hypothèse que les étoiles fixes et le Soleil sont immobiles. Quant à la Terre, elle se déplace autour du Soleil sur la circonférence d'un cercle ayant son centre dans le Soleil. Malgré cette hypothèse d'Aristarque, basée sur un certain bon sens, et rendant compte à la fois de l'alternance des jours et des nuits et des saisons, le système de Ptolémée, centré sur la Terre, a fait autorité pendant plus de 15 siècles. Il permettait, moyennant des calculs compliqués, de prévoir avec une très bonne précision des événements tels que les éclipses. En fait, c'est la rotation journalière de la Terre sur son axe qui donne l'illusion du déplacement du Soleil et des astres à l'échelle de la journée, alors que le déplacement annuel de la Terre autour du Soleil se situe à une toute autre échelle et produit l'alternance des saisons. Ce n'est que très tard qu'on a pu comprendre ce dernier point, car il fallait pour cela avoir établi que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de révolution des planètes, appelé plan de l'écliptique. Né à Toruń, en Pologne, le 19 février 1473, Nicolas Copernic perd son père alors qu'il n'a que 10 ans. C'est son oncle maternel, évêque de Cracovie, qui l'adopte. Il l'inscrit à l'université de Cracovie en 1491 afin qu'il embrasse une carrière ecclésiastique. Nicolas Copernic part ensuite en Italie pour étudier le droit canon à l'université de Bologne. C'est pendant ses études en Italie qu'il découvre Cicéron et Aristarque de Samos. En 1512, le chanoine Copernic, qui est également médecin, commence à rédiger son œuvre majeure sur la révolution des sphères célestes, où il reprend pour l'ensemble du système solaire la théorie d'Aristarque, en faisant la synthèse des observations décrites par les anciens avec celles qu'il effectue depuis la tour de la cathédrale de Frombork, aménagée pour cela et où il a vécu une grande partie de sa vie. Mais Copernic a le souci du détail, et les mouvements planétaires ne correspondent pas exactement à son hypothèse de rotation sur des cercles centrés sur le Soleil. On sait maintenant que les orbites sont en réalité des ellipses déformées par l'interaction gravitationnelle des planètes entre elles, ce qui explique leur forme compliquée.
À l'époque de Copernic, il était évidemment impossible de comprendre cela, car il faudra attendre Kepler et Newton, puis Laplace, pour que les moyens de calcul permettent de comprendre avec précision ce qui se passe. On sait aussi que les théories de Laplace ont permis à Urbain Le Verrier de découvrir la planète Neptune en partant d'informations pourtant très limitées, et que la même méthode a conduit à la découverte des premières exoplanètes. Il est difficile aux gens d'aujourd'hui de réaliser le tour de force qu'a constitué l'amélioration progressive de la représentation du système solaire à partir des mesures astronomiques d'autrefois. À cause des petites différences entre son modèle héliocentrique et les trajectoires réelles des astres, Copernic a attendu très longtemps pour publier sa découverte, d'ailleurs inacceptable pour l'Église, à tel point qu'il n'a pu feuilleter l'un des premiers exemplaires de son livre que quelques heures avant de mourir. On ne saura jamais s'il a pu réaliser l'impact considérable que cette œuvre a eu au cours des siècles qui ont suivi, après un combat difficile contre les préjugés religieux. Copernic, Galilée et Newton ont changé à tout jamais notre conception du monde, et leur influence, à travers le principe de relativité, s'étend jusqu'à aujourd'hui. Elle a transformé l'humanité en profondeur, pour toujours, en ouvrant les portes de la connaissance du système immense et complexe qui a produit ces merveilles, aujourd'hui toujours aussi incompréhensibles que sont la conscience et la vie. La vie, celle de Nicolas Copernic, s'achève en 1543 dans le pays qu'il a vu naître, presque inconnu malgré ses talents multiples et la révolution que son œuvre porte en germe. Mais son épopée rebondit de façon surprenante au début du XXIe siècle grâce aux découvertes de la biologie moderne. Nous reprenons maintenant l'article de Libération du 22 mai 2010 sur le sujet. Enterré dans sa cathédrale de Frombork, ses restes n'ont pu être localisés pendant 462 ans. Ce n'est qu'en 2005 que l'archéologue émérite Jerzy Kasowski, professeur octogénaire à l'Institut d'anthropologie et d'archéologie de Pultusk, découvre, dans un endroit d'accès difficile et dangereusement contaminé par des germes mortels, le crâne et les ossements d'un homme septuagénaire. Le crâne est confié au laboratoire de la police scientifique de Varsovie. Il est procédé à des reconstructions virtuelles du visage de l'homme. Les résultats font apparaître des ressemblances étonnantes avec les portraits existants de Nicolas Copernic. Seuls des tests ADN pouvaient donner la certitude, mais il fallait trouver du matériel génétique de comparaison. La difficulté semblait insurmontable, car une large recherche généalogique avait échoué, raconte l'archéologue. Le matériel nécessaire a finalement été trouvé en Suède, dans un livre daté de 1518, Calendarium Romanum Magnum, de Johannes Toffler, un manuel que Copernic avait utilisé pendant sa vie et qui avait été emporté par les Suédois au cours de guerres polono-suédoises au XVIIe siècle. J'ai eu l'heureuse idée d'aller chercher ce livre, dans l'espoir d'y trouver quelque chose par hasard, et j'y ai trouvé quelques cheveux, sourit Goran Henriksson, astronome à l'université d'Uppsala. Les analyses faites dans des laboratoires spécialisés en Suède et en Pologne ont confirmé l'identification. Parmi les cheveux retrouvés, 2 révèlent les mêmes séquences de génome que celles d'une dent provenant du crâne retrouvée à Frombork. C'est ainsi qu'en 2010, après des siècles de recherche, jusque-là infructueuses, les restes de Nicolas Copernic, héros national de la Pologne et précurseur incontesté du monde moderne, furent inhumés une deuxième fois, en grande pompe,
dans la cathédrale où il avait été chanoine. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude et surtout très différente par son contenu essentiellement historique. Évidemment, tous les éléments ayant servi à la composer sont faciles à trouver sur le réseau, et le seul intérêt est donc de les rassembler pour écrire une histoire forcément incomplète. Dites-moi en commentaire si vous trouvez cela utile ou si vous préférez des vidéos plus techniques sur des sujets plus pointus. À bientôt!